Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une tendance mondiale assez préoccupante, le recul de la démocratie. Et attention, ce n'est pas juste une impression, non, ce sont des données bien réelles qu'on va décortiquer ensemble. On commence tout de suite avec un chiffre choc, 36,9%. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, selon l'indice de démocratie de 2022, c'est la part de la population mondiale qui vit sous un régime autoritaire. Oui, plus d'une personne sur trois. C'est énorme. La question, évidemment, c'est comment on en est arrivé là? Quels sont les mécanismes, les facteurs qui expliquent ce recul un peu partout sur la planète? C'est vraiment la question au cœur de notre analyse aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut commencer par la base. Comment est-ce qu'on mesure la santé d'une démocratie? Pour ça, on va s'appuyer sur une référence, un outil très connu, l'indice de démocratie, celui de The Economist Intelligence Unit. Alors cet indice, il est assez simple à comprendre. Il classe les pays en 4 grandes familles. Tout en haut du panier, on a les démocraties à part entière. Là, tout va bien. Les libertés sont respectées, la culture politique est solide. Juste en dessous, il y a les démocraties imparfaites. Alors là, les élections sont libres, oui, mais il y a des couacs, comme par exemple une faible participation des citoyens. On descend encore d'un cran et on tombe sur les régimes hybrides. Là, ça se corse. La fraude électorale est courante, la justice n'est pas vraiment indépendante, et enfin, tout en bas de l'échelle, on trouve les régimes autoritaires, où le pluralisme politique, il est quasi inexistant. Et quand on regarde ce graphique, l'image d'ensemble est saisissante. Vraiment. Si on additionne les régimes hybrides et les régimes autoritaires, on se rend compte que plus de la moitié de l'humanité vit dans des systèmes qui ne sont pas vraiment démocratiques. Plus de 54% pour être exact. Et à l'inverse, regardez bien, à peine 8% de la population mondiale a la chance de vivre dans une démocratie considérée comme à part entière. Mais ce qui est fou, c'est que cette situation est assez récente. Pour comprendre le recul d'aujourd'hui, il faut d'abord se souvenir de l'avancée d'hier. Parce que pendant des décennies, la démocratie, elle semblait vraiment partie pour conquérir le monde. Et cette frise chronologique le montre très bien. Tout commence après 1945. Avec la victoire sur le nazisme, la démocratie s'étend en Europe. Ensuite, dans les années 70 et 80, c'est une vague qui emporte l'Europe du Sud, puis l'Amérique latine. Le point culminant, le pic, c'est 1991, la chute de l'URSS. On a vraiment cru que c'était le triomphe final. Et puis, la machine s'est enrayée. À partir des années 2010, la dynamique s'inverse complètement. On entre dans une nouvelle ère, celle du déclin. Alors, on pourrait penser que le danger vient de l'extérieur, d'ennemis. Mais ce qui peut être le plus inquiétant, c'est que les premières menaces, elles sont internes. Ce sont des fissures qui apparaissent au cœur même des systèmes démocratiques. En fait, c'est une sorte de cocktail de plusieurs facteurs. D'un côté, il y a une méfiance, une défiance même, qui s'est installée envers les gouvernements. Ça s'accompagne d'une polarisation politique de plus en plus forte, de plus en plus radicale, et là-dessus vient se greffer la propagation ultra rapide de la désinformation. Enfin, un point clé, c'est la montée des politiques visuelles, l'art d'utiliser des images chocs pour manipuler l'opinion. Et tout ça, ce n'est pas juste de la théorie. On l'a vu de manière très concrète. En France, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes a vraiment mis en lumière cette défiance profonde envers les institutions. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, l'attaque du Capitole, c'était l'aboutissement terrifiant de cette radicalisation politique, un événement qui a secoué les fondations de la démocratie américaine. Et au centre de tout ça, il y a un acteur majeur, les réseaux sociaux. Regardez ce chiffre. Dans des pays comme le Chili, l'Argentine ou la Grèce, plus de 65% des adultes s'informent principalement par ce biais. C'est un terrain de jeu idéal, malheureusement, pour la désinformation et les contenus émotionnels qui se partagent à toute vitesse et qui viennent jeter de l'huile sur le feu de la polarisation. Donc, on a ces problèmes internes, ces fragilités. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, les démocraties doivent aussi faire face à des menaces extérieures. Des pressions qui viennent de la part de grands États, de puissances qui, elles, ne partagent absolument pas les mêmes valeurs. Cette citation de Sébastien Jean de Liffry résume parfaitement la situation. Il parle d'un point de bascule historique. En clair, l'ancien ordre mondial, qui était plus ou moins basé sur des règles, sur le dialogue, est en train de s'effriter. Et il laisse la place à quoi? À une logique de force brute. C'est le retour du rapport de force pur et simple. Et là, on voit bien s'affronter deux modèles. D'un côté, les principes démocratiques, des élections libres, la protection des libertés, une justice indépendante. De l'autre, les principes autoritaires, des élections contrôlées, un contrôle de l'État sur toute la société, une justice aux ordres et des médias qui ne sont que des outils de propagande. C'est une vraie bataille idéologique qui se joue sous nos yeux. Pendant très longtemps, en Occident, on a eu cette idée, cette conviction presque, que la mondialisation économique allait mécaniquement amener la démocratie.
On pensait qu'en s'ouvrant au commerce, les pays s'ouvriraient aussi politiquement. Eh bien, cette théorie a été complètement pulvérisée. Et l'exemple le plus flagrant, c'est évidemment la Chine. Elle est devenue une superpuissance économique mondiale tout en consolidant son régime autoritaire. Et cette confrontation, elle se déroule aussi sur un nouveau champ de bataille, le numérique. Les régimes autoritaires ont bien compris qu'ils pouvaient utiliser la technologie pour déstabiliser les démocraties de l'intérieur. Ce graphique est très parlant. Sur la période étudiée, la Russie est à l'origine de 58% des cyberattaques menées par des États. L'objectif, toujours le même, perturber le fonctionnement des institutions et semer la zizanie. Donc, voilà le tableau. Prise en étau entre des pressions internes et des menaces externes, on voit bien que l'avenir de la démocratie est loin d'être écrit d'avance. La grande question qui se pose maintenant, c'est celle-ci. Face à cette confiance qui s'effrite à l'intérieur et à ces défis qui montent à l'extérieur, comment les démocraties peuvent-elles faire preuve de résilience? Comment peuvent-elles se réinventer? C'est sans doute le grand défi de notre époque. Et pour finir, une citation de Václav Havel qui fait réfléchir. La liberté et la démocratie, cela signifie avant tout la participation et la responsabilité de tous. C'est un rappel essentiel. La santé d'une démocratie, finalement, ça ne dépend pas que des politiciens ou des institutions. Elle repose sur l'engagement et la responsabilité de chacun. C'est une idée à garder en tête.